merci pour cette intervention, cette présentation. Je dois vous avouer que, bien qu'ayant navigué pendant longtemps dans le secteur de l'indemnisation, et puis j'y ai encore quelques anciens collègues, je ne connaissais pas le concept de case management, et que c'est à cette occasion, voilà, par le truchement de Michel, ouais, qu'on a découvert ce concept-là, et puis qu'en grattant, on rencontre finalement plein d'autres personnes qui, dans notre milieu professionnel, y recourent. Alors, appliqué au domaine de l'assurance, on a bien compris que le concept était beaucoup plus généraliste. Alors pour continuer et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on le transpose à l'assurance, alors je vais tout d'abord, honneur aux dames, demander à Marion. Alors petite précision pour ceux qui avaient suivi la présentation du programme sur une programmation au 19 décembre, Marion Weil était déjà voilà, intervenante, mais elle n'était pas chez Careo Horizon, elle était Generali. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Alors, oui, c'est bon, vous m'entendez a priori. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Merci Norbert pour cette présentation. Donc oui, effectivement, en décembre, quand initialement, je devais intervenir. J'intervenais au nom de Generali. Aujourd'hui, je me présente au nom de Careo Horizon. Donc, je suis actuellement responsable d'une structure qui s'appelle Careo Horizon et qui est dédiée à la mise en œuvre de solutions alternatives à l'indemnisation. Donc, quand on parle de solutions alternatives à l'indemnisation, je fais aussi le parallèle avec ce qu'a dit Isabelle. On parle de réparation en nature et on parle de case management. Alors, la réparation en nature, c'est coordonner, mettre en œuvre des prestations pour accompagner une victime dans la réalisation d'actes qu'elle ne peut plus faire suite à un accident. Et le case management, donc, c'est la co-construction d'un projet de vie, c'est un accompagnement personnalisé qu'on fait avec un bénéficiaire. Donc co-construction avec un référent unique, comme l'a dit Isabelle. Donc, Careo, c'est aujourd'hui une structure qui est dédiée à l'accompagnement de compagnies d'assurance, à leurs partenaires, puisque ça a été créé en partenariat avec 4 compagnies d'assurance qui sont les compagnies Generali, L'Équité, Telem et Pacifica. Et ça aussi, Careo Horizon a aussi vocation à proposer son offre de service, donc à accompagner des victimes d'accidents corporels pour tout autre acteur de l'assurance qui nous adresserait des dossiers. Et si effectivement au début je devais me présenter comme généraliste parce que j'ai passé 10 ans au sein de Generali et j'étais gestionnaire de sinistres corporels, j'ai travaillé sur différents périmètres, on appelait sur différents périmètres donc pour indemniser les victimes. Chez Generali, l'organisation elle est segmentée par rapport au taux de séquelles conservé par les victimes, le taux d'invalidité qui est conservé par les victimes. Donc quand j'ai commencé chez Generali, j'ai travaillé sur des périmètres médians jusqu'à 30% d'invalidité, puis j'ai intégré le service des corporels graves et c'est en janvier 2014 que j'ai intégré le service des majeurs. Et alors le service des majeurs, on était gestionnaire sortant, enfin on est toujours, moi j'y suis plus, mais le service existe toujours. On est gestionnaire sortant, on a la double casquette, on a cette particularité d'avoir la double casquette, donc à la fois gestionnaire au siège et également inspecteur sur le terrain. Donc on rencontre les victimes, leur entourage, les mandataires, on est présent en fait à tous les moments clés de la vie du dossier, donc à l'expertise médicale, à l'expertise architecturale, tous les moments importants de la vie du dossier. Donc après, puis je vais arrêter de me présenter peut-être, mais après j'ai travaillé, enfin j'ai eu, suite à cette expérience de déplacement, l'envie de me former au case management. J'ai intégré donc le diplôme universitaire de Tours en 2016, promotion 2016-2017, donc la première promo du diplôme. Et puis j'ai travaillé ensuite avec Generali et les autres compagnies partenaires de Generali à la construction, à la mise en place de cette structure ad hoc dédiée au case. Donc vous assurez de plus en plus. Oui, c'est ça. Merci. Vincent, on a déjà cité, enfin le vice-président Thierry Tisserand a déjà cité le fonds de garantie automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin, à la fois, normalement, ça serait une faute professionnelle de ne pas savoir ce qu'est le fonds de garantie pour des assureurs, mais voilà, un rappel vaut mieux qu'un oubli. Est-ce que vous pouvez rappeler quel est ce dispositif mis en place? Ça doit dater de 1946, je crois. 1951. Sur les accidents de la chasse et étendu en 1951 aux accidents automobiles, quelque chose comme ça. Et 86 aux infractions. Voilà, au terrorisme, pardon. Donc oui, effectivement, donc les missions du fonds de garantie, je les rappelle rapidement, Thierry tout à l'heure les a un petit peu évoquées.
C'est avant tout, ce sont les accidents de la circulation causés par des auteurs soit non assurés, soit qui ont pris la fuite, augmenté de quelques missions annexes de type accident de la circulation causé par des animaux sauvages, par exemple. Voilà pour la partie circulation, sans aller trop dans les détails. On a ensuite la partie infraction de droit commun. Donc là, ce sont les victimes effectivement de coups et blessures, volontaires, involontaires, tentatives d'homicide, violences sexuelles, etc. J'en passe et des meilleurs. Et les actes de terrorisme, effectivement. Donc notre activité est essentiellement une activité corporelle. L'immense majorité de nos sinistres sont des sinistres corporels, clairement. Et parmi ces corporels, on est plutôt sur des corporels avec du déficit fonctionnel permanent. Donc je suis allé chercher là quelques chiffres. Sur 2019, on a ouvert 10 000 nouveaux sinistres avec au moins 1% de taux de séquelles. Ce qui est, je pense, quand même assez important. Et surtout, sur des sinistres encore plus lourds, on a en stock, entre guillemets, 1100 dossiers avec des taux de séquelles supérieurs à 100%. Et quand on ajoute quelques critères du type tierce personne, on est même au-delà de 1500, 1600 dossiers. Voilà, donc on est même plutôt sur du corporel lourd, d'où notre intérêt, effectivement, pour des solutions alternatives. Alors je dirais pas alternative, je dirais plutôt complémentaire à l'indemnisation financière pour essayer, en tant qu'organisme de solidarité nationale, essayer d'apporter toujours le meilleur service aux besoins le plus concret des victimes. En tout cas, voilà, ce qu'elles nous font remonter à travers les déplacements terrain, les appels téléphoniques qu'on peut avoir avec elles. Ok, je pense qu'on situe un peu mieux finalement les positionnements, mais alors juste avant on parlait d'assistance, histoire de repositionner finalement tous ces actes. Comment est-ce que vous repositionnerez finalement le concept de case management appliqué à l'assurance par rapport à de l'assistance? Qu'est-ce qui distingue, différencie les deux? Alors, Isabelle, vous réintervenez lorsque vous voulez, hein, c'est open bar pour vous. Un micro alors. Je vous le passe. Non, alors, tout à l'heure, Isabelle, dans la définition du case management, vous avez évoqué un mot qui est celui de les cas complexes. Je pense que c'est un mot, il faut faire un petit peu de linguistique par rapport à la complexité et la différencier de la difficulté. Je pense sous le contrôle de M. Braum, que l'assisteur, c'est un réducteur de difficulté. Une personne qui va se trouver en difficulté avec son véhicule, qui va se retrouver en difficulté à l'étranger, qui aura besoin d'être rapatriée ou quoi que ce soit d'autre, ça va être compliqué pour elle d'organiser la chose. Elle va avoir besoin de prestataires, de plusieurs prestataires coordonnés. Mais au final, la prestation finale qui lui sera rendue, c'est le cumul des prestations, et ça peut être sans, ça pourrait être presque réduit à ça en fait. C'est un processus avec un cumul de prestations qui va aboutir, un cumul de prestations coordonnées, ce qui n'est pas simple, pour aboutir à un résultat. Le case manager, lui, c'est un réducteur de complexité. Quand on s'attaque à des questions de projet de vie, quand on s'attaque à des questions de retour à l'emploi, évidemment, on va avoir besoin de prestataires pour un bilan de compétences, si je prends le retour à l'emploi, pour peut-être préparer un CV, préparer à des entretiens, etc., etc. Au-delà de ça, on voit bien que le processus de retour à l'emploi, il ne peut pas simplement se réduire à une succession de prestations. C'est un ensemble qui est plus large, qui est plus global, qui est plus systémique. Ça va faire appel à peut-être la vision qu'a la personne du travail, ça va faire appel à son entourage. Est-ce que c'est un entourage soutenant, étayant ou pas? Ça va faire appel à des problématiques annexes, peut-être le permis de conduire quand la personne n'est pas à proximité, peut-être d'autres problématiques, notamment psychologiques. Donc le case manager, lui, va pouvoir intervenir puisqu'il va avoir une approche systémique, globale. Il va être capable de réunir des acteurs autour de la personne pour faire bouger sa situation avec elle. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qui va différencier les deux, sachant que le case manager va pouvoir s'appuyer sur des prestations concrètes qui pourront éventuellement être délivrées par un assisteur si le bénéficiaire dispose d'un assisteur qui va pouvoir financer les prestations.
Marion, vous vouliez rebondir par rapport à ce que Vincent vient de dire ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Vincent. Simplement, je pense aussi que dans le cadre du case management, enfin, pour le différencier avec l'assistance, il me semble que quand on appelle son assisteur, qu'on intervient auprès de son assisteur, on sait pourquoi. Alors je ne vais pas réduire l'assistance à la simple panne sur l'autoroute, hein, vous en aviez parlé, mais c'est vrai que généralement quand on fait appel à notre assisteur, on sait quel est l'objectif, quel est le besoin qu'on a à ce moment-là. Quand on intervient, qu'on est case manager, on intervient très souvent vis-à-vis de victimes en perte de repères, qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, qu'ils ne savent pas vers quoi elles veulent s'orienter, vers où elles veulent s'orienter. Et on est là, donc dans le soutien du bénéficiaire, on l'accompagne dans une démarche. Comme le disait aussi Isabelle, on détermine avec le bénéficiaire un projet de vie, on en a parlé, mais Isabelle le disait, notre objectif en tant que case manager, quand on intervient vis-à-vis de cette victime, c'est de l'aider à sortir de cette posture de victime pour devenir actrice de son accompagnement. Donc elle doit être impliquée dans la démarche et elle doit petit à petit trouver la finalité de l'accompagnement, donc du projet de vie. Et voilà, je pense que c'est ce qui va les différencier avec l'assistance, c'est voilà, que l'objectif en soi, il n'est pas déterminé d'emblée. On va le déterminer en fonction, petit à petit, en fonction de l'accompagnement personnalisé qu'on fera avec le bénéficiaire. Par contre, ce qui va les lier, c'est que le case manager, dans le cadre de son accompagnement, il a besoin de faire appel, de s'appuyer à un réseau d'assisteurs, notamment pour tout ce qui est service à la personne. On a besoin, en tant que case manager, de pouvoir disposer d'un appui, un réseau fort, généralement sur un réseau géographique national, par exemple, pour un accompagnement temporaire. On a besoin de mettre en place, pour renforcer l'autonomie de la victime, on a besoin de mettre en place un taxi, puisque la victime ne peut pas, pendant un instant très déterminé, reprendre le volant, ou parce que son entourage, son enfant a besoin d'aller à l'école et elle n'est pas là pour l'amener à l'école. On fait appel à des services d'assistance, mais c'est plutôt, à mon sens, la boîte à outils du case manager, l'assistance. C'est vrai qu'il y a une tendance sociétale lourde que l'on constate, c'est qu'à la fois on supporte de moins en moins de rencontrer un problème et dans le même temps on supporte difficilement de ne pas trouver un tiers intervenant pour prendre en charge le problème qu'on vient d'avoir, alors que ce soit au travers d'une intervention étatique ou d'un tiers intervenant qui prennent en charge. Isabelle, vous vouliez rebondir par rapport à ces propos-là Moi je crois que, pour avoir rencontré des inspecteurs corporels, des inspecteurs gestionnaires, des gens qui venaient de l'assurance dans cette fameuse promo 2016-2017, ça a été un univers pour moi que je ne connaissais pas. Et j'ai été frappée par les questions qu'il posait, qui étaient des questions très pertinentes et passionnées sur mais comment accompagner les éléments je dirais émotionnel de la situation, pas simplement rationnel, parce que la rationalité, la technicité, il l'avait. Je disais, mais c'est tellement parfois hasardeux, incertain. Des personnes qui disent oui, ils s'impliquent, ils sont même un peu agités, un peu excités, puis d'un seul coup, pof, tout redescend, et puis on ne peut plus rien faire. Cette dimension émotionnelle qu'ils interrogeaient, je me souviens que certains d'entre eux m'ont souvent dit, mais est-ce qu'il faut être psychologue pour faire ça? Et j'ai dit, ben non. Parce que ce n'est pas la question d'être un psychothérapeute à ce moment-là, c'est la question d'entendre un accompagnement qui pense et qui soutient de manière inconditionnelle le sens que la personne elle donne à sa situation. Même si on n'est pas d'accord, on ne dit pas qu'on est d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on dit ok, on part de là. Ça c'est un des principes d'action aussi de l'accompagnement. Et je pense que c'est aussi cet engagement-là dans l'accompagnement qui fait toute la différence. Quand on entend les gens sur le terrain qui sont case managers, c'est bien ce pas-là d'écoute, et d'une écoute qui n'est pas de dire je suis expert, je sais pour toi, qui dit mon expertise, j'en ai vraiment une, et c'est un sacré boulot, c'est d'être à l'écoute et d'être un éveilleur de ressources, un éveilleur de possibilités de penser. Et c'est tout à fait dans les états de sidération des personnes qui sont victimes de choses très graves
eh bien, c'est cet état de sidération qui est accompagné aussi. Et par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas de faire du case management uniquement quand les gens sont au taquet, qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont un projet de vie, tout ça. Non. On se dit, mais non, sinon, on va en laisser plein sur le côté, sur le bas-côté. C'est la différence qu'il y a entre accompagner et conseiller ? Absolument. C'est très clairement la différence. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les accompagnateurs, ils sont bien dans la situation. Ils s'en défilent pas. Hein. Oui, merci pour cette précision. Je vais revenir auprès de Marion. Selon votre expérience, finalement au-delà des aspects techniques ou de méthode, quelles sont selon vous les principales qualités à posséder pour s'inscrire dans cette démarche? On a beaucoup parlé de posture et on n'est plus dans le champ des compétences. Pour autant, on ne bascule pas forcément dans le champ d'une personnalité, mais en tout état de cause, on voit bien qu'on est sur un autre territoire. Alors, dans les compétences, je dirais très importante pour un case manager, ça va être déjà son côté pédagogue. La pédagogie, pour moi, c'est essentiel. Alors, essentiel de par un contexte, puisque la fonction de case manager est encore peu connue en France. Alors, tant mieux, elle tend à se développer, et notamment grâce au diplôme aussi, qui a impulsé un nouveau souffle, une nouvelle ère de case management. Mais je pense, oui, que la pédagogie du case manager est essentielle pour faire adhérer tout le monde à la démarche. Quand je dis faire adhérer tout le monde, c'est l'ensemble des parties qui gravitent autour de la victime, du bénéficiaire, puisque déjà il va falloir faire adhérer le bénéficiaire à la démarche, lui expliquer les raisons de notre intervention en tant que case manager, mais aussi faire adhérer des fois son entourage, qu'il soit familial, l'entourage, son réseau d'amis, et également le mandataire qui peut représenter la victime ou le bénéficiaire et qui n'a pas forcément connaissance de notre rôle de case manager. Merci. Vincent, un peu la même question. En quoi est-ce que le case management fait évoluer les profils des gestionnaires Alors, pour la même question, en fait, pas tout à fait. Moi, je vais plutôt répondre à une autre question, mais quand même sous-tendue par celle-ci. Vous faites comme vous voulez. Je vous remercie. Ma question, c'est est-ce que le chargé d'indemnisation et d'accompagnement, si on l'appelle comme ça, peut être le case manager? Pour moi, ça c'est déjà avant de se dire est-ce que le case manager, est-ce que ça va faire évoluer les compétences de nos chargés d'indemnisation, c'est déjà est-ce que le chargé d'indemnisation peut être le case manager. À mon sens, c'est pas évident. Honnêtement, il n'y a pas de réponse. Voilà, ça fait vraiment débat. Un accompagnement actif, on en a encore discuté ce midi, un accompagnement actif, ça nécessite énormément de temps, ça nécessite de développer des réseaux locaux autour de la personne, c'est très très preneur et on estime qu'un case manager à temps plein, on va dire, pourrait suivre une vingtaine de situations. Plus peut-être quelques suivis en plus sur le long cours, mais voilà, globalement, première question, c'est est-ce que ce type d'activité est vraiment compatible avec l'activité de chargé d'indemnisation? Première question, ma réponse, ce serait plutôt non. La deuxième chose, c'est on demande aujourd'hui à nos chargés d'indemnisation déjà beaucoup de choses. On leur demande d'être des techniciens, donc des juristes et des techniciens par rapport aux différentes conventions, tout un tas de choses. On leur demande des qualités humaines et relationnelles pour aller au-devant, pour être capable de proactivité, pour détecter des besoins, etc. C'est déjà compliqué de trouver ces profils-là. Si en plus on leur demande d'être des case managers et d'avoir cette capacité d'animation de réseau, en plus de tout le reste, moi je crains qu'on s'expose à quelques difficultés. Par contre, et là pour le coup pour répondre très directement à la question, il me semble que aujourd'hui le chargé d'indemnisation, il doit détecter les besoins. Donc il doit être capable d'aller au-devant de la victime, d'aller lui parler, il doit être capable d'empathie, il doit être capable de l'entendre, mais vraiment de l'entendre au sens premier du terme, et de donc détecter ses besoins. Il doit être capable de formuler l'offre de service, ce qui en soi n'est pas toujours évident, sachant que la victime n'est pas toujours seule, il y a aussi son avocat parfois à convaincre. Donc formuler l'offre de service, convaincre sur la pertinence de l'offre de service, missionner les prestataires, donc de temps en temps ça sera l'assisteur,
coordonner le médecin, coordonner le case manager, etc., suivre la prestation, rester en contact. Enfin voilà, tout ça c'est déjà un énorme boulot, ça nécessite déjà beaucoup de compétences et je pense que ça participe de l'évolution des métiers. Merci. Alors, Isabelle, je me tourne vers vous, peut-être parce que je vois l'heure qui tourne. Vous nous avez présenté le case management, mais il y a un diplôme qui est adossé, ou je parle lequel des deux est adossé à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce diplôme et faire comprendre un peu quels peuvent être ses apports, parce que je pense que de nombreux assureurs sont susceptibles d'être intéressés, concernés, ça c'est sûr, intéressés également. Alors donc c'est un diplôme d'université qui se déroule sur 6 mois, avec 2 jours de regroupement tous les 15 jours. On a 155 heures d'heures présentielles. C'est quand même une formation lourde, mais qui donne du temps aussi, puisque au-delà de ces 6 mois, il y aura un mémoire professionnel qui est élaboré et qui est soutenu 3 mois plus tard. Mais le case management, c'est une fonction, c'est pas un métier actuellement. Et elle peut s'incarner, cette fonction, depuis des professions différentes. C'est pour ça que dans ce DU, moi j'ai tenu absolument à garder des professionnels de différents horizons. Parce qu'ils apportent aux uns et aux autres des cultures, des audaces qu'on n'aurait pas dans son propre contexte, des façons de penser qui sont très enrichissantes. Et puis on ne peut pas promouvoir une méthode un peu dans l'agilité et soi-même être très cloisonné. À un moment donné, il faut être un peu cohérent. Mais en tous les cas, c'est un choix qui permet à chacun de cheminer. Puis j'ai envie de dire aussi une autre chose, c'est que si on a une logique d'accompagnement des personnes en situation de handicap, de type comme on les a présentés, eh bien c'est la même logique pour accompagner des gens en formation. On part de là où ils sont, de comment ils bougent leur situation, et on chemine. Et c'est ça aussi la formation continue, la formation des adultes, et c'est évidemment et éminemment très enrichissant. Et j'aime autant vous dire que moi je me sers au passage, c'est-à-dire combien c'est enrichissant pour moi. Et j'avais encore mettre une strate supplémentaire, c'est que si on envoie des gens faire du case management, enfin en tous les cas se former à cette fonction, s'interroger à cette fonction, il faut que les équipes organisationnelles les accueillent avec cette nouvelle posture. C'est-à-dire que l'accompagnement, il se fait aussi au niveau du modèle. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la formation continue aussi de l'université ou à titre indépendant, c'est d'accompagner les équipes à bouger de là aussi. Parce que si vous demandez juste aux gens sur le terrain, mais bouge ta pratique, fais autrement, mais nous, on veut continuer à avoir des tableaux Excel, il faut rendre compte de toute l'activité, puis il faut planifier, puis il faut tout savoir à l'avance, etc. Non mais c'est mort. Sinon vous faites passer du 40 dans du 36, on sait bien, ça sert. Et puis on perd une énergie folle. Si l'expertise du case manager, c'est de faire des acrobaties pour rendre compte dans un format de management qui n'a pas bougé, vous l'épuisez pour rien. C'est une perte de temps, c'est une perte psychologique, c'est une perte économique, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ambitieux finalement. Mais ce qui est ambitieux, c'est aussi de bouger de manière modeste, à partir de nos ressources, et puis en se décalant comme ça à mesure. Et toutes les expériences sur le terrain, je vois qui fonctionnent bien, c'est celles qui se mènent comme ça. Quand c'est des injonctions qui viennent en disant « on va changer à partir de maintenant », vous savez, c'est comme les régimes, hein, ça commence tous les matins, ça finit tous les soirs. Et bien là, c'est pareil. Non, c'est le prix à payer pour entrer dans du 36. Voilà. On avait compris. Non, c'est une volonté politique. On revient à cette histoire de programme aussi. On est dans une volonté politique et puis d'accompagnement à tous ces niveaux-là. Et avec de l'enrichissement, ça, à la clé, c'est sûr. Peut-être juste pour réagir et pour abonder totalement dans votre sens, très clairement, le case management, c'est une forme de prestation en nature premium réservée aux cas les plus complexes. Il est certain que si on met en place que le case management en dehors de toute politique globale
d'indemnisation cohérente, je pense qu'on se trompe fondamentalement. Donc à mon sens, ça commence effectivement par une posture assumée de la part de l'organisme d'indemnisation, une politique d'indemnisation qu'on pourrait qualifier de bienveillante, pour prendre un terme à la mode. Ensuite, c'est des instructions claires, c'est-à-dire la proactivité téléphonique. Ça commence par là. Avant de se dire on va faire du case management, il faut commencer par aller au-devant des gens. Donc c'est la proactivité téléphonique, c'est aller sur le terrain, c'est mettre en place les prestations en nature, c'est voilà, toute une cohérence, toute une politique d'ensemble qui, à un moment donné, fait que le case management va venir constituer une brique qui aura toute sa pertinence, toute sa cohérence et qui va répondre à un besoin spécifique. Pierre Gobet, par exemple, moi j'ai suivi la formation de Lausanne. Pierre Gobet a dit un jour sur le ton de la plaisanterie, c'est pas la peine de sortir le bazooka pour écraser une mouche. Ben, c'est un peu ça quand même. Là où une prestation en nature simple peut venir répondre à un besoin concret, voilà. Oui, là où effectivement il y a un besoin complexe qui nécessite un case manager, eh ben, il faut être capable de le mettre, mais il faut aussi avoir été capable de faire tout le reste par ailleurs. Merci. Marion, je voulais rajouter un mot pour conclure. Tout a été dit, mais qu'est-ce que je peux rajouter de ça? Bon, je ne sais pas quoi dire. C'est la question. Il n'y avait pas de question derrière tout ça, hein, c'est ça, il n'y avait pas de question. C'était essentiellement par politesse aussi. Donc j'aurais dû dire non peut-être. Non, je vais juste compléter en disant que oui, au-delà, c'est ça, au-delà de la compensation financière qu'actuellement beaucoup, enfin que tous les assureurs proposent, alors même si les assureurs doucement développent tout ce qui est réparation en nature, donc mise en place d'une solution concrète pour répondre à un besoin très précis d'une victime, je pense que le case management doit réellement se développer puisqu'on en voit de plus en plus des dossiers, alors je vais dire éligibles au case, alors bien sûr c'est en fonction des programmes qui sont proposés par la structure de case management, mais on a beaucoup de dossiers dans lesquels on se rend compte, et puis moi je l'ai vu par expérience, notamment pendant les déplacements que je faisais et quand je rencontrais les victimes lors d'examens médicaux, d'expertise médicale, on se rend compte que peut-être on est intervenu un peu tard au début et on entend des témoignages bouleversants de victimes qui ont des difficultés, qui ont eu des difficultés suite à des sorties d'hospitalisation, des sorties de rééducation, et on n'a pas été présent, et là déjà c'est dommage. Donc on n'a pas pu instaurer ce climat de confiance avec la victime d'emblée, dès le début. Et aussi on a cette difficulté de victimes, comme le disait Isabelle, qu'on met un peu de côté parce qu'on ne sait pas comment les aider. Si on parle de réinsertion professionnelle, on a beaucoup de victimes qui ne savent pas du tout vers quoi s'orienter, et en tant que case manager, enfin quand le case manager intervient, alors ça prendra du temps, hein, on parle d'accompagnement sur du long terme, quand même ça peut être 12 mois d'accompagnement, des fois plus, mais il sera certainement en mesure d'accompagner ce bénéficiaire vers un projet de reconstruction qui soit social ou professionnel. Merci. Il est très tard, on a un peu débordé. Ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement, donc si nos invités, ils l'ont bien mérité, assis au cocktail, que les questions leur soient posées dans ce contexte-là. Merci beaucoup à vous trois.